Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans ce 5e épisode de Explorons Bitcoin. Un format où je parle de façon freestyle un peu plus longtemps de sujets très importants. C'est très important d'avoir vu les premiers épisodes pour bien comprendre celui-ci parce que celui-ci s'intitule « Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences, on va dire, si les bitcoiners ont raison ?» Donc en fait, c'est pas compliqué. Moi, je vous dis toujours qu'on va vers une vraie récession, qu'on va vers de l'inflation très élevée, vers des restrictions de vos libertés. Je vous explique que Bitcoin a de fortes chances de devenir un système financier en parallèle qui va prendre de l'ampleur, etc. Finalement, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le jeu géopolitique, mondial, économique, financier, culturel, si jamais on a raison? Alors, pour comprendre cet épisode et, on va dire, pouvoir suivre, il faut quand même des bonnes bases en Bitcoin. Donc je vous invite déjà à avoir fait les formations, les cours, à être à l'aise avec les termes que je vais expliquer, nœuds, mineurs, théorie du jeu, etc. Et si possible d'avoir vu les 4 premiers épisodes, qui sont du coup monopole bancaire, pour comprendre comment notre système est actuel et où est-ce qu'on en est, pourquoi les bitcoiners maximalistes, pour comprendre pourquoi je vais parler que de Bitcoin et que je pense que toutes les autres cryptos, finalement, ne vont pas permettre, enfin, n'ont rien à voir, grosso modo, écologie et théorie du jeu. Écologie et théorie du jeu vont beaucoup être abordées dans cet épisode, vu que les deux s'interpellent un petit peu de façon logique, si on y pense. Il y avait un épisode hors série qui s'appelait Bear Market, où j'ai fait la thèse du long hiver. On va reparler du coup de cette fameuse thèse du long hiver dans cet épisode. Évidemment, disclaimer, enfin non disclaimer, mais vous savez que j'ai des bitcoins, mais outre ça, quand je dis qu'est-ce qui se passe si les bitcoiners ont raison, je ne peux pas parler au nom de toute la communauté des bitcoiners. On a tous nos petits points de vue, on n'est pas du tout d'accord sur qu'est-ce que signifie la réussite de Bitcoin, on n'est pas du tout d'accord sur comment ça va se dérouler le futur, parce que personne ne le sait. Donc moi-même, voilà, je ne sais pas comment va être le futur. Je vais ici faire plus des hypothèses, plus ou moins logiques, et essayer d'avoir un cheminement de si A et B et C se passent, quelle peut être la conséquence de D, et petit à petit, essayer de vous montrer un futur potentiel parmi des milliards de futurs potentiels où Bitcoin gagne de la façon dont je l'imagine. Donc voilà, vous pouvez penser à cet épisode un peu plus chill, un peu plus science-fictionnesque peut-être, mais l'important c'est de se projeter et se dire si désormais Bitcoin existe et Bitcoin ne peut pas être arrêté à cause de la façon dont le réseau a été construit, quelles sont les conséquences qui vont avoir lieu et comment est-ce que les acteurs de ce monde vont devoir s'adapter ou pas, et en fonction de leur adaptation ou pas, comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc c'est un petit peu de la théorie du jeu, mais là on va aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Je pense que je garde le dernier épisode, l'épisode 6, sur qu'est-ce que sera le monde après Bitcoin, donc encore plus futuristique, à savoir est-ce que finalement Bitcoin sera positif ou négatif pour le monde, est-ce qu'il va vraiment pouvoir amener vers un nouvel âge d'or, est-ce que Bitcoin est une solution aux inégalités qu'on voit, à l'impression, à la dette, est-ce que Bitcoin peut fonctionner dans une société avec que Bitcoin finalement, est-ce qu'on peut réussir à avoir qu'un langage monétaire universel, etc. Donc toute cette question post-hyper-bitcoinisation, je pense que ce sera dans le prochain épisode. Par contre, cet épisode, on va voir la transition vers ce nouveau monde et les conséquences réelles que ça peut avoir sur votre vie, sur la vie de vos enfants et sur nos libertés et forcément le prix de Bitcoin et l'adoption en général. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme toujours, merci à vous de partager le contenu, de liker, partager. Merci à mes Patreons qui rendent ce projet possible. Vous êtes 21 et je vous en remercie énormément. Vous êtes des chefs et si vous voulez soutenir sans passer par le Patreon, un site e-commerce a été lancé avec plein de petites marchandises un peu sympas. Sur ce, on se lance tout de suite en freestyle, probablement 1 heure, sur le thème qu'est-ce qui va se passer si les bitcoiners ont raison. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Alors, le futur est bien mystérieux, donc je vais tout de suite mettre le disclaimer important. Je ne suis pas voyant, voilà, je ne connais pas le futur, vous non plus probablement. Donc c'est des hypothèses, prenez-le avec des pincettes, ça sert à rien d'aller mettre des commentaires tout de suite dans les commentaires en mode « t'as pas pensé à ça ?» Regardez toute la vidéo, une fois que vous avez vu la vidéo, on peut en débattre, parce que sinon on va forcément pas y arriver. Donc je vais commencer la vidéo en faisant des hypothèses sur le présent, plus qu'autre chose. C'est-à-dire en partant de actuellement l'adoption du Bitcoin, la robustesse du réseau et les tensions géopolitiques mondiales. On va partir de là, qui est quand même le plus important, parce que si on part de déjà le futur, on est foutu, donc on va partir du présent, et on va essayer d'extrapoler. Le premier point, c'est déjà se dire, est-ce que
Si les États veulent bannir Bitcoin, on n'est même pas encore dans ils vont essayer de le bannir, ils vont le bannir et comment ils vont le bannir. On est simplement dans l'hypothèse s'ils essaient de le bannir. Comment ils s'y prendraient? Comment est-ce qu'ils pourraient ou pas? Alors il y a plusieurs vidéos sur la chaîne sur le sujet, donc je vais la faire courte. Grosso modo, ils ne peuvent pas, simplement parce que le protocole Bitcoin est trop gros, trop décentralisé, avec trop de nœuds. Donc vous savez c'est quoi les nœuds, il y a toute une formation, nanana. Grosso modo, les nœuds, ça a la fonction de stocker la data Bitcoin et l'envoyer. Donc grâce à un nœud, vous avez l'historique de transactions depuis 12 ans, vous faites tourner le consensus Bitcoin, les règles, et vous pouvez recevoir de l'information et l'envoyer à travers d'autres personnes. Parce qu'on a des dizaines de milliers de nœuds, 40 milliers de nœuds, peut-être bientôt on en aura 100 milliers de nœuds, etc. C'est très compliqué d'arrêter Bitcoin parce que pour arrêter le protocole Bitcoin de façon, on va dire technologique, vous devez stopper tous les nœuds. Comme il y a des nœuds partout dans le monde, Bitcoin est décentralisé et ne peut pas être arrêté. Donc ça, c'est notre première hypothèse. Naturellement, si vous voulez arrêter Bitcoin, vous pouvez faire une loi qui dit vous n'avez pas le droit d'utiliser Bitcoin, sinon on vous tue. Mais dans ce cas, c'est un autre système de menace face à Bitcoin et c'est pas Bitcoin qui est menacé, c'est vous et votre existence. Parce que c'est fort probable qu'il n'y ait pas une coordination mondiale. Donc il y a d'autres endroits où vous pourrez utiliser Bitcoin librement. Et même s'il y avait une coordination mondiale, il y aurait toujours des gens qui feraient tourner leurs nœuds. Et du coup, Bitcoin continuerait à vivre. Donc on prend déjà l'hypothèse de base, qui est indispensable à prendre, que Bitcoin, le protocole, ne peut pas être arrêté de force. On va prendre deux autres hypothèses un peu bullshit, mais que je les prends quand même. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas un bug critique qui va détruire le réseau. Donc voilà, on considère qu'il y a un Lindy effect qui s'est déjà créé. Et donc, comme Bitcoin a déjà survécu pendant 12 ans, comme Bitcoin est extrêmement surveillé par les développeurs, comme Bitcoin évolue doucement et comme on fait très attention quand on met du code, on prend l'hypothèse qu'il n'y aura pas un bug critique exploitable qui n'avait pas été vu ou une prochaine amélioration critique qui détruit le protocole. Si jamais en effet quelque chose venait à détruire le protocole, je pense que l'expérience Bitcoin venait raterait. Donc voilà, ça c'est une hypothèse assez importante à prendre en compte. La deuxième hypothèse, c'est qu'on va considérer que le réseau Bitcoin va garder cette protection naturelle qui s'est créée, cette immunité des blocs petits. Donc on va considérer en fait une chose assez basique, c'est que la block size war, donc la guerre des blocs, est terminée et du coup Bitcoin restera un protocole open source, restera un protocole avec des blocs petits qui peut être facilement déployé partout dans le monde de façon quasiment anonyme. Non pas que Bitcoin est anonyme, mais que l'utilisation de Bitcoin, ou du moins d'avoir un nœud Bitcoin, peut être anonyme, donc on peut être protégé. Voilà, c'est des petites assumptions que je dois faire au début parce que sinon forcément la suite logique du scénario apocalyptique dictatoriel, il marchera pas. Parce que je pense, pour spoiler alert dans la vidéo, je pense que certains pays vont être très autoritaires face à Bitcoin pour des raisons économiques assez logiques et du coup ils vont essayer de le bannir, ils vont mettre les bitcoiners en prison, ils vont pourchasser les bitcoiners et ils vont essayer d'arrêter toutes les personnes qui font tourner des nœuds. Donc pouvoir faire tourner un nœud de façon facile, semi-cachée, est indispensable, d'où ces assumptions au début. Donc la première grosse chose à considérer aujourd'hui, c'est que le réseau Bitcoin est le seul réseau vraiment distribué, vraiment robuste, qui ne peut pas être arrêté par une ou plusieurs nations. La deuxième hypothèse qu'on va prendre, c'est que Bitcoin aujourd'hui est adopté comme une technologie sérieuse qui permet, donc à quoi sert Bitcoin, grosso modo, quelle est la technologie Bitcoin? On va dire trois choses principalement. Première, offrir un système d'envoi de valeurs numériques incensurables et partout dans le monde sans frontières. Deuxièmement, offrir une technologie d'épargne pour quiconque désire d'aller sur une monnaie saine, donc avec une limitation monétaire, à savoir 21 millions de Bitcoin. Et on va faire juste deux, parce que c'est les deux plus importants, grosso modo. Les troisièmes, c'est juste des sous-sections qui dérivent de ça. Donc notre deuxième hypothèse, c'est que la technologie Bitcoin est adoptée pour ces deux aspects, et un petit peu la spéculation, même si elle est majoritaire aujourd'hui, la spéculation, en fait, on s'en fout. Limite, on retire des 100 millions d'utilisateurs, 90 millions d'utilisateurs qui l'utilisent que pour spéculer, et on considère que Bitcoin est adopté que par 10 millions de personnes, pour les aspects que j'ai dit, à savoir souveraineté individuelle d'envoi de valeurs monétaires et épargne. Voilà. Et donc si on prend ces deux éléments de Bitcoin et qu'on s'en fout de la spéculation, considérons qu'il y a 10 millions de personnes qui l'utilisent pour vraiment utiliser Bitcoin, cette adoption grossit à travers le temps
Et on ne peut pas dire, donc l'assumption dit en fait la suivante, Bitcoin est utilisé, on ne peut pas dire que Bitcoin est que utilisé pour la spéculation et donc ça n'a pas de valeur intrinsique. Moi je vais répondre tout de suite, non, aujourd'hui Bitcoin est utilisé pour sauver des vies, c'est utilisé pour sauver son argent, même si ce n'est pas la grande majorité des gens, ça suffit à considérer que le noyau de Bitcoin d'utilisateurs va continuer à grossir et qu'un jour on aura la zone limite du non-retour d'utilisateurs, ce que je pense qu'on n'a pas encore atteint. Voilà, donc ces deux assumptions sont quand même extrêmement importantes. Bitcoin ne peut pas être arrêté et il y a un noyau d'utilisateurs très tech-savvy qui ont besoin de Bitcoin, non pas pour la spéculation, mais pour leur survie. Donc maintenant qu'on s'est positionné là-dessus, on pourrait se dire, alors pourquoi est-ce que ce noyau existe en fait ? Pourquoi est-ce que des gens s'emmerdent à faire tourner un nœud ? Pourquoi des gens s'emmerdent à avoir le contrôle de leurs clés ? Pourquoi des gens s'emmerdent à mettre leur argent dans Bitcoin ? Bon, réponse simple, parce qu'il y a des défauts dans le système monétaire. Vous le savez très bien, il y a de l'impression monétaire et de la répression. Maintenant, on pourrait se poser la question, si on veut arrêter Bitcoin, la meilleure façon d'arrêter Bitcoin, vu qu'on ne peut pas le bannir, c'est simplement de rendre inutile les deux points que j'ai dit. Donc il faudrait que demain, tous les États et les banques centrales décident de 1. Arrêter leur politique monétaire d'impression d'argent facile et qui se restabilisent vers un système monétaire plus sain avec de la monnaie dure. Donc dans ce cas, l'épargne en Bitcoin en soi ne sert pas à grand chose si jamais il n'y a pas besoin d'aller épargner dans autre chose que ta monnaie locale qui est solide. Et le deuxième point, c'était donc éviter des censures et être libre. Bon, si demain tous les États disent on respecte la liberté d'expression à 100%, problème à régler, Bitcoin n'a plus de liêtre. Naturellement, on va prendre une troisième assumption, c'est que ces pays et tous les pays du monde ne peuvent pas faire ça. Pourquoi ? Parce que si jamais ils arrêtent d'imprimer de l'argent, notre système s'écroule, tout simplement. En fait, c'est même pas une question de censure, c'est même pas une question d'être autoritaire pour être autoritaire. Ils sont autoritaires par défaut pour sauver le système financier. Et là, c'est un truc que souvent les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens conspirationnistes ou un peu moins à l'aise financièrement pensent qu'on va vers l'autoritarisme parce qu'on a envie. Mais en fait, pas du tout. On va vers l'autoritarisme parce qu'on n'a pas d'autre choix pour maintenir le système en place. Alors, vous allez me dire que oui, c'est un choix. Mais grosso modo, si demain, on décidait et on disait à tout le monde « vous êtes libre de faire ce que vous voulez », le système s'écroulerait. Parce que personne n'a envie de rester dans une monnaie qui est dévaluée constamment, parce que les gens vont déplacer leur argent pour ne pas payer de taxes, parce que les gens vont faire un petit peu ce qu'ils veulent d'une façon un petit peu anarchique. On n'est pas en train de remettre en question si l'anarchie est bien ou pas bien, ce serait une autre vidéo. J'explique juste que si jamais il n'y avait pas ces contrôles imposés par des lois et des normes, les gens iraient vers le mieux sûrement pour eux et pour leurs familles proches, et du coup ils quitteraient ce qui est obligé par l'État, à savoir l'euro et le dollar. Comme ils quitteraient l'euro et le dollar, il y aurait une pression énorme de vente. Les gens arrêteraient de prendre de la dette qui vaut littéralement moins que ce que tu achètes. Donc aujourd'hui, quand tu prends de la dette étatique parce que tu es obligé, et donc là je parle des fonds de pension, je parle des fonds d'investissement, etc. Ces gens-là en fait achètent de la dette avec un rendement négatif. Et ça, il faut le comprendre, sinon on ne peut pas suivre la conversation. En gros, littéralement, l'État oblige à certaines personnes qui ont beaucoup d'argent d'acheter des obligations de l'État. Donc des obligations, c'est de la dette étatique. Et ils leur disent, achète notre dette parce que tu n'as pas d'autre choix. On a fait une loi qui l'oblige. Et quand tu achètes cette dette, grosso modo, tu vas toucher 1,5, 2%, 0,5%, peu importe. Par contre, l'inflation est de 7%, 8%. Donc réalistiquement, en fait, tu places ton argent dans quelque chose où tu sais que tu vas perdre à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin de la décennie. Donc, n'importe qui réfléchit librement, n'importe qui est dans un système capitaliste libre de marché, il va se dire moi en fait je ne vais pas mettre mon argent dans la banque française, je ne vais pas mettre mon argent dans cette entité, dans cet actif, parce que je vais naturellement perdre de l'argent. C'est-à-dire même un enfant de 3 ans est capable de faire ça, comme calcul. Ils sont obligés de le faire parce que les lois françaises ont été faites ainsi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais il n'y avait pas ces lois, naturellement, les gens n'achèteraient pas de la dette. Tu n'achètes pas de la dette, tu ne peux pas faire de la croissance. Tu ne peux pas faire de la croissance, le président n'est pas réélu. Et au bout d'un moment, les sociétés zombies vont faire faillite. Il y aura du chômage à gogo, une répression, une dépression. Et ça va être la cata. Alors, si on doit aller plus loin dans cette logique économique, on pourrait se demander, alors du coup, quelle est notre porte de sortie ?
Et c'est là où ça va être dangereux d'être bitcoiner, c'est se dire, en fait, il n'y a pas de porte de sortie. On a tellement manipulé l'économie, on a tellement imprimé, on a tellement mis de la dette, on a tellement soutenu les marchés au lieu de les laisser cracher, on a tellement soutenu les sociétés zombies pour pas qu'ils fassent faillite, pour pas qu'ils mettent les gens au chômage, au lieu de les laisser faire faillite et avoir une redistribution naturelle du capital, cerveau, labeur, machine, que, au bout de compte, on est sur un système qui est trop gros pour rater. Et quand on dit trop gros pour rater, too big to fail, on pense systématiquement aux banques. On se dit toujours, oui, le système bancaire est trop gros pour rater. Mais en fait, on n'en est même plus là. On a sauvé le système trop gros pour rater des banques, mais maintenant on est dans un système où l'État est trop gros pour rater, toutes les autres sociétés sont trop gros pour rater, Air France est trop gros pour rater, Airbus, etc., etc. Donc en fait, on est dans un système tellement manipulé par des taux d'intérêt bas qui sont maintenus bas volontairement pour qu'on puisse prendre de la dette qui est obligée d'être achetée par des entités via des lois, parce que si on n'achète pas de dette et qu'on ne refinance pas constamment notre économie, ça crache. C'est une très grosse synthèse de l'état actuel du marché, en fait, si on pense un peu plus loin. Et je vous invite, dans ce cas, si vous êtes intéressé à ce moment-là et vous êtes un peu paniqué, peut-être de faire pause, écouter quasiment 5 heures de vidéos de Théo Mogéné, qui nous a fait une série sur l'économie autrichienne, et vous comprendrez un petit peu mieux comment marche notre système bancaire, l'économie autrichienne, et pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation. Voilà, donc maintenant que vous êtes de retour, bonjour à vous. Ce que je viens de dire, en fait, c'est pas conspirationniste. C'est littéralement les faits donnés par les banques officielles, c'est ce que l'État sait, c'est ce que tout le monde connaît. C'est le constat actuel du marché. Et en fait, c'est simplement qu'on est bloqué dans un piège à 0%. Dans le sens où, si demain, on remonte les taux, il y a trop de dettes, donc tout le monde fait faillite. Si demain, on arrête de faire de la dette, les gens ne peuvent pas rembourser, ils font faillite, donc on est obligé de baisser les taux. On va arriver un jour à une limite. La limite, c'est la limite en fait de l'acceptation du marché par rapport à cette manipulation. C'est la limite du cash, parce qu'on ne peut pas aller trop dans le négatif, sinon les gens retirent leur argent en cash, etc. Pour pallier à ces manques, à ces problèmes, il y a plusieurs solutions que l'État va prendre, qui sont les premières de simplement supprimer le cash de la société et finalement empêcher les gens de sortir du système. Et en fait, quand je vous dis qu'on devient autoritaire parce que le système va mal, c'est jamais que... Enfin, il y a des gens qui vont choisir le fascisme, mais souvent le fascisme vient des inégalités et vient de ce besoin de contrôle. Et bien en fait, dans notre système financier actuel, on a tellement un besoin de contrôle pour empêcher que tout s'écroule qu'on est obligé d'être autoritaire. Donc on pourrait considérer qu'on retire le cash pour tout tracer, mais on pourrait très bien aussi considérer qu'on retire le cash pour pouvoir mettre des taux d'intérêt négatifs pour continuer la folie qu'on est, parce qu'on ne veut pas que le système s'écroule. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que le système s'écroule? Parce que si le système s'écroule, c'est pas simplement le politicien qui saute et lui il n'est pas content, c'est toute votre épargne, c'est toutes vos retraites, c'est toutes les pensions, c'est toutes les assurances vie, c'est tous les emplois. Et en fait, on part vraiment sur un scénario où, avec des faillites en cascade, des non-paiements en cascade, on a une vraie récession, une grande dépression pendant 10 ans, peut-être même 20 ans. Et on peut même aller plus loin si jamais on ne manipule pas. La question sur est-ce que ça c'est positif ou négatif pour le long terme, encore une fois, je vais le traiter dans la vidéo 6. Personnellement, moi je pense qu'un grand reset, pas comme le World Forum of Economics le dit, mais un vrai grand reset de l'économie non manipulé par simplement un désastre mondial, pourrait avoir ses vertus. Un petit peu comme faire un feu finalement, ça permet à la forêt de se renforcer. C'est une notion qui paraît bizarre aujourd'hui à dire, mais littéralement c'est ça. Si tu manipules un feu constamment, c'est-à-dire que si tu laisses jamais la forêt brûler, ce que tu fais, en fait, c'est que tu annules l'effet positif du feu à brûler les trucs un peu morts et renforcer les autres pour que finalement il n'y ait jamais un énorme feu qui brûle toute la forêt, mais toujours des petits feux de temps en temps. Et comme tu retires, le jour où tu as un feu, il y a tellement de bois mort, il y a tellement de merde que toute la forêt va brûler et tu n'auras plus rien à la fin. C'est une image un petit peu compliquée à voir peut-être, mais c'est exactement la même idée. En fait, c'est au lieu de mettre une petite claque à notre économie constamment, et tous les 3 ans, 5 ans, mettre une claque par secteur, que des gens fassent faillite et on relance, et ça repart naturellement, et on refait une claque, il y a des autres personnes qui font faillite, etc., etc. Et on est un petit peu sur une sorte de balance de hausse, de baisse naturelle, humaine. Et on n'a jamais accepté la claque. Du coup, finalement, on est devenu de plus en plus un sale gosse, on va dire. Et maintenant, aujourd'hui, le seul moyen de nous calmer, ou même pas de nous calmer, mais c'est que le jour où il y aura une claque, on n'en aura tellement jamais pris qu'on va être KO pendant 10 ans. Ou comme le feu serait rasé. Et en fait, l'équivalent de notre chaos à nous, c'est la fin de notre système, en fait.
Et quand je dis notre système, je parle du système capitaliste de copinage qu'on a actuellement. Donc on n'est pas sur du vrai capitalisme, mais ça c'est un autre débat en soi. On est sur un système de régulation, de dette, on est sur un système de monopole, on est sur un système d'emprise par des très hauts au détriment des plus petits, simplement parce que ils ont les outils pour faire du lobby et se permettre de jamais perdre, simplement en reprenant de la dette à taux zéro, etc. Mais en fait, tout ce système va mourir, et en mourant, il va naturellement affecter vous, les personnes lambda. Et il y a fort à parier que la majorité des gens perdent leur emploi, soit très mal, l'État doit intervenir, imprimer plus d'argent, et là, c'est là en fait on partirait peut-être en hyperinflation, en récession, avec du coup la montée du fascisme. Bref, outre toute cette parenthèse énorme que je viens de faire sur l'économie et qu'est-ce que sont les conséquences, ce que je veux dire, c'est que ce que je viens de dire, pour moi, c'est une assumption réaliste du futur. L'assumption 1, notre économie est très manipulée. Assumption 2, ils ne peuvent pas remonter les taux, sinon tout le monde fait faillite. Assumption 3, s'ils arrêtent d'imprimer, ça fait faillite. Assumption 4, si les gens décident... donc 4, en fait, c'est parce qu'ils impriment, on a de l'inflation. Parce qu'ils manipulent, on va avoir des problèmes de supply chain. Parce qu'on a des problèmes de supply chain et que les gens ont pris des décisions, on va avoir encore plus d'inflation. Donc les gens vont vouloir quitter leur monnaie. Ça, c'est l'assumption 4. Les gens finalement vont dire, bon moi clairement je me rends compte que le système ne va pas, donc je vais arrêter de bosser, je vais me mettre à profiter, je vais essayer de quitter l'euro, le dollar pour aller dans des monnaies saines, or, actions, je vais me mettre à faire du pari, je vais me mettre à simplement acheter de la terre, je vais essayer une vie alternative au système parce que je sens qu'on est à bout. Et en fait, le problème c'est que les gens qui quittent aggravent la situation pour tous les autres. Et ça c'est une notion importante à prendre en compte, donc je vais essayer de m'appuyer un petit peu dessus. Quand vous décidez de quitter l'économie, vous mettez dans la merde tout le monde. Alors, on pourrait juger, et certaines personnes vont juger que ça, c'est criminel, comme M. Dufresne, par exemple, qui dit clairement les Vénézuéliens Vénézuéliens qui quittent leur pays sont anti-patriotes et devraient être jugés. Alors, ouais, pour moi, ça me paraît fou. Genre, le pays est mort, littéralement, genre, leur économie est morte, il y a une hyperinflation, tu as perdu l'épargne de ta vie, l'épargne de tes parents, l'épargne de tes grands-parents. Tu vas travailler jour pour jour parce que tu n'as aucune possibilité d'économiser. Tu te dis, ok, en effet, le gouvernement corrompu, manipulé, a détruit littéralement l'économie de ma nation, de mon pays. Je vais essayer ailleurs parce que c'est peut-être mieux. Tu seras jugé comme étant quelqu'un qui abandonne ta nation. Et en fait, on pourrait penser que c'est fou, mais c'est complètement logique parce que quand vous la quittez, vous affaiblissez encore plus la nation, donc c'est encore plus la merde pour tout le monde. Et le problème, c'est que du coup, Bitcoin, vous l'avez compris si on fait un parallèle sur Bitcoin, apporte une solution de bouée de sauvetage. Bitcoin apporte une porte de sortie. Une porte de sortie gratuite d'utilisation, sans papier, accessible pour tout le monde, plus efficace que le système précédent, ouvert partout dans le monde, qui vous permet de vous déplacer et de déplacer votre épargne d'un point A à un point B, donc si vous devez quitter le pays. Finalement, ça, ce que ça s'appelle, c'est de l'évasion de capitaux. Je dis pas que c'est criminel ou pas criminel, je dis juste que littéralement ce que vous faites en fait, c'est que vous retirez, vous asséchez le système euro et vous le mettez dans Bitcoin. Donc en fait, vous retirez du cancer pour le mettre ailleurs. Le problème, c'est que du coup, il y a moins à nourrir ce cancer, il y a moins d'activité et du coup, c'est plus compliqué pour continuer à maintenir cette croissance artificielle parce que vous ne contribuez plus à cette croissance. Et le problème, c'est que de plus en plus de personnes vont réaliser qu'on est bloqué sur des taux d'intérêt négatifs, que leur épargne va s'envoler avec l'inflation, que tout est manipulé et qu'il n'y a pas d'échappatoire que simplement continuer cette folie d'impression monétaire, de surconsommation et de dette, de plus en plus de personnes vont comprendre ce que c'est Bitcoin, de plus en plus de personnes vont dire on va sortir de cette économie et créer une économie parallèle, de plus ça va accélérer la destruction du système financier traditionnel et donc de plus ça va l'accélérer, de plus ils vont être obligés de bloquer les sorties de capitaux. Et c'est là une phrase que nous, Bitcoiners, on dit souvent aux gens, c'est que vous avez encore aujourd'hui la possibilité d'acheter du Bitcoin, je pense que vous ne l'aurez plus dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir la notion de se dire « je vais mettre mon argent euro dans Bitcoin », c'est une notion qui ne va pas exister dans 20 ans, si l'euro continue à exister. Pourquoi elle n'existera plus, cette notion? Parce qu'on ne vous laissera pas faire. En fait, on va simplement faire des lois qui empêchent que les capitaux quittent l'économie mourante. C'est ce qui se passe en Ukraine, en Russie, au Venezuela, c'est ce qui se passe en Iran, c'est ce qui se passe au Nigeria, c'est ce qui se passe partout dans le monde en fait. Pourquoi? Parce que si vous quittez votre navire, qui est votre patrie, encore une fois, vous affaiblissez votre patrie,
donc vous êtes un salaud, donc on vous empêche. Et cette simplification, parce que clairement je simplifie énormément pour essayer de tenir sur une heure, va s'accélérer en fait. De plus ils impriment, de plus vous allez voir quitter, de plus vous quittez, de plus ils ont besoin d'imprimer, de plus ils vous impriment, de plus vous les quittez. Et c'est juste une question de qui quitte le premier le navire, qui abandonne en premier une économie qui est mal gérée pour aller vers une économie mieux gérée. C'est finalement la libre compétition du savoir et de la monnaie. Vous êtes en France, vous avez le choix, ou du moins dans un pays libre, vous auriez le choix plutôt dans le futur en fonction de quand vous écoutez la vidéo, de partir par exemple en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Norvège, en Angleterre ou en Amérique du Sud, parce que vous pensez que là-bas le système est mieux. C'est votre libre choix. Vous prenez vos valises, vous prenez votre décision, vous n'avez plus les avantages français, vous n'avez plus les inconvénients français, mais vous avez d'autres avantages, d'autres inconvénients. Vous déplacez en fait votre cerveau, votre savoir à travers l'espace-temps. Et vous déplacez également votre argent. Demain, peut-être vous pourrez toujours déplacer votre cerveau, donc à savoir vos jambes, enfin votre cerveau, mais je veux dire votre corps, mais vous ne pourrez plus déplacer votre argent. Parce que si vous déplacez l'argent, vous affaiblissez la patrie. Et du coup, ils vont réquisitionner votre argent. Pour le faire, ça ne va pas être du jour au lendemain. En fait, ils ont déjà créé les lois. C'est la loi Sapin 2 qui littéralement met tous les comptes bancaires au-dessus de 100 000 en dépôt pour la dette française. C'est des lois comme le capital control, c'est des lois comme le traveling ban, à savoir vous ne pouvez pas envoyer plus de 10 000 euros à l'étranger sans avoir un contrôle de pourquoi, comment et quelles raisons, etc. Toutes ces lois en fait qui empêchent l'argent de se déplacer, c'est mis sous le prétexte du financement terroriste, blanchiment d'argent, évasion fiscale, mais c'est en réalité, et alors là c'est mon assumption personnelle, donc voilà, prenez-le avec des pincettes, peut-être que j'ai tort, c'est simplement pour éviter que les gens puissent partir avec tout leur argent trop facilement. Parce qu'en faisant ça, ils pourraient affaiblir très rapidement une nation ou un État. Et de plus on va s'affaiblir, de plus on va s'appauvrir, parce qu'on a moins de capitaux, on a moins de cerveau, de plus on va créer de l'argent, donc de plus on va nous débaisser, etc. De moins on va investir dans la future infrastructure, de moins on va investir dans l'éducation de nos enfants, de plus on va créer des loupes administratives pour se dire, au lieu de créer une école et un hôpital, on va créer un comité qui va surveiller que c'est bien managé, un truc qui sert à rien littéralement, un truc de bureaucrate à la con. De plus on va finalement mal gaspiller notre argent pour maintenir un système en place, de plus les cerveaux vont partir, donc de plus ça va s'accélérer. Au fur et à mesure, naturellement, Bitcoin va exploser. Parce que de plus en plus de personnes vont dire, en fait, moi, je vais juste sortir d'une économie mourante. J'en ai marre, tu vois. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent imprimer autant d'argent, je ne comprends pas pourquoi, finalement, on est dans ce système. Je vais vers l'alternative. Si c'est pas Bitcoin, c'est pas grave. Ça peut être une autre monnaie. Ça peut être le franc suisse, ça peut être la couronne suédoise, peu importe. Une monnaie bien gérée. Aller à Andorre parce que c'est bien géré, peu importe. L'idée est toujours la même, c'est que les gens vont quitter un moment ou un autre ces pays mal gérés, comme la France ou l'Europe, et du coup, ils vont naturellement affaiblir. La seule réponse qui reste, c'est de bloquer tout. Donc, créer une identité digitale pour s'assurer que tout le monde est tracé, empêcher le cash pour pouvoir faire des taux d'intérêt négatifs, et finalement bloquer les comptes bancaires et avoir des outils de censure, d'arrêt. Finalement, pouvoir se dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez partir, mais pas avec votre argent. C'est littéralement ce qui va se passer. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le schéma dans lequel on va être, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de bitcoiners, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Là, il y a deux points qu'on peut aller maintenant. Le premier, c'est l'inflation et l'hyperinflation. Le deuxième, c'est à quel point est-ce que Bitcoin va être une porte de sortie et donc comment ils vont arrêter cette porte de sortie. Je pense, personnellement, on va parler du deuxième point d'abord, je pense qu'ils vont bloquer Bitcoin. Non, on va pas. Ouais, si on va parler du deuxième point. Je pense qu'ils vont bloquer Bitcoin de la seule façon qu'ils peuvent, à savoir avec, dans un premier temps, des lois sur les exchanges, à savoir mettre du KYC partout. En deuxième temps, interdire les gros retraits vers les portefeuilles non custodiales. Dans un troisième temps, interdire complètement les portefeuilles custodiales. On pourrait, non custodiales, excusez-moi. On pourrait mettre au milieu des étapes intermédiaires, donner votre XPub au gouvernement, au fisc, pour en fait dire, voilà, ce portefeuille non custodial, on sait exactement ce que vous faites avec et l'État peut tracer tout ce que vous avez fait, ce que vous faites, avec ce portefeuille qui est pseudo-anonyme, donc il n'y a plus de pseudo-anonymité finalement. Enfin, il n'y a que de la pseudo-anonymité, mais on sait votre pseudo par rapport à vous. Ils vont faire des étapes en mode, finalement, vous avez le droit d'avoir un portefeuille semi-custodial, c'est-à-dire que l'État doit avoir une porte de sortie
ou une backdoor pour pouvoir freeze les fonds si besoin. L'État a une clé du multisig pour se permettre de vous empêcher de faire une transaction. L'État vous autorise un portefeuille avec X quantité, mais si vous dépassez un mouvement de plus de 1000 euros, c'est l'État qui doit valider cette transaction. Quand je dis l'État, ça peut être ses intermédiaires, hein. Que ce soit le portefeuille étatique, que ce soit la Banque de France, que ce soit les organismes régulés comme les banques traditionnelles, peu importe. Mais c'est toujours la même idée finalement qu'un régulateur dise vous n'avez plus le droit de faire quelque chose. Donc tout l'aspect permissionless, donc sans permission de Bitcoin, viendrait à disparaître. Parce que d'un coup, ils peuvent dire tu n'as pas le droit d'envoyer les bitcoins à une adresse qui n'est pas validée dans le grand livre vert des autres régulateurs internationaux. En faisant ça, finalement, ils n'ont pas détruit Bitcoin, ils t'ont enfermé toi dans un système fermé. Et tu pourrais toujours te dire j'utilise Bitcoin normalement, les nœuds vont toujours valider les transactions normalement, sauf que derrière, tu pourrais recevoir une lettre de l'État en disant vous avez fait cette transaction, merci de vous rendre au tribunal. 2, vous avez une amende parce que vous avez fait ça. 3, bonjour, nous vous apprenons que tous vos autres avoirs ont été bloqués parce que vous avez fait une transaction suspecte. En fait, ils vont jamais attaquer Bitcoin en disant on bloque Bitcoin. Ils vont vous attaquer vous en disant si tu ne respectes pas la loi qu'on a fait, on bloque tout le reste de ta vie. C'est-à-dire que tes enfants n'ont plus le droit d'aller à l'école, tu n'as plus le droit de prendre les transports en commun, tu n'as plus le droit de prendre un prêt auprès de ta banque parce que ton portefeuille tracé par l'État a fait une transaction qui était considérée comme non légale. C'est beaucoup plus facile pour un État en fait de t'empêcher sur ça et de te micromanager sur des pressions finalement de ta vie de tous les jours. Donc en fait un crédit score chinois, hein, si on pense un peu plus loin à la chose, que simplement dire tu n'as pas le droit d'utiliser Bitcoin. Tu as le droit d'utiliser Bitcoin, tu l'utilises mal, tu es rayé du système. Tu vois, en faisant ça, ils ne sont pas en train de détruire les portefeuilles open source, ils se disent simplement qu'on tracera tout et si tu fais la merde, tu es dégagé du système. Ça, c'est une étape intermédiaire parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas et du coup, ils vont aller plus loin, ils vont interdire les portefeuilles open source, ils vont interdire donc, de garder ses clés et à la fin, ils vont en fait simplement dire vous pouvez utiliser Bitcoin si c'est sur le portefeuille de l'État, un peu comme un chivo-chivo pour ceux qui me suivent et qui connaissent l'idée. C'est simplement ce système. À ce moment-là, ça leur permettra de capturer les bitcoins, de dire que pour la sécurité nationale, c'est important qu'ils puissent vérifier. Ils vont utiliser des règles à la con, hein, mais ils vont y arriver, etc. Donc l'État, finalement, ou les organismes, vont bloquer Bitcoin de cette façon, à travers les échanges, sortie, rentrée. Tu veux vendre tes bitcoins? Ok, on sait exactement d'où ils viennent, pourquoi, justifie. Tu as un commerce qui accepte de Bitcoin? Ok, mais tu n'as pas le droit d'accepter les Bitcoins de telle personne, telle adresse. Tu dois automatiquement mettre ton système d'acceptation de Bitcoin avec la truc officielle de l'État. Tu utilises BTP Server qui est open source, anonyme et qui n'est pas contrôlé par l'État. Si on s'en rend compte, on vient de casser la gueule. Mais là, on est déjà dans la partie numéro 3, j'ai envie de dire la partie plus autoritaire. Donc on ne va pas y être encore. Mais on sera vraiment, je pense, dans les 5-10 prochaines années sur ce système. Un système de traçage d'anti-KYC où ils essaient de resserrer les boulons, resserrer la régulation, réempêcher les sorties. Donc demain, vous ne pourrez plus sortir votre argent dans un portefeuille non custodial, etc. Jusqu'au jour où littéralement, vous n'aurez plus le droit d'acheter des bitcoins ou seulement un pourcentage autorisé parce que vous êtes un professionnel d'investissement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des lois AMF qui vous classifient en tant qu'investisseur et ça vous donne accès à certains produits financiers. Et ils pourraient très bien faire une loi drastique, mais complètement légale, parce que ils ont l'autorisation du Parlement ou du Sénat ou peu importe l'organisme, qui va dire, à partir de maintenant, comme Bitcoin est extrêmement volatile, comme Bitcoin c'est dangereux pour vous, si vous voulez acheter du Bitcoin, vous devez avoir l'autorisation de l'AMF. Et en faisant ça, ils peuvent limiter drastiquement le nombre de personnes qui investissent. Vous allez me dire, oui, mais je peux toujours passer par une autre plateforme, je peux être anonyme, peut-être, mais vous êtes une niche. Et on va en parler après de cette niche qui finalement va permettre la graine de notre nouveau monde. On est sur la longue thèse de l'hiver noir, hein. Je pense que, du long hiver, je pense que vous l'avez compris. Hein. Donc là, on est sur la phase 5-10 ans de récession financière, appauvrissement complet de notre population, inflation qui monte, mais on n'est pas non plus sur la destruction même des supply chains en mode il n'y a plus à manger, c'est la famine, c'est le bordel, il y a 30-40% d'inflation. Ça va venir. Et ça va venir, donc maintenant on peut parler de l'inflation. Donc naturellement, comme je l'ai expliqué, ils ne peuvent pas arrêter d'imprimer. C'est impossible en fait, parce que s'ils arrêtent d'imprimer, on a le scénario que j'ai décrit qui est en fait la destruction de notre système total. Et ils n'ont pas envie de ça parce que c'est pas des leaders, c'est des marionnettes.
Et surtout, ils ont envie d'être réélus et il n'y a personne qui a les couilles pour dire bon, les 70 millions de Français, bonjour à vous, on va devoir se serrer la ceinture pendant 10 ans, 20 ans parce qu'on a merdé, parce que les gens ont merdé. On va mettre en prison des politiciens, on va mettre en prison les banquiers, on va mettre en prison les régulateurs, on va détruire notre économie volontairement pour la reconstruire sur des meilleures bases, on va drastiquement baisser les impôts, on va vous arrêter vos aides, on va devoir réimaginer notre système pour espérer donner une meilleure vie à nos enfants et nos petits-enfants. Ça n'arrivera pas. Parce que, encore une fois, on n'a pas atteint le summum, le point maximum de non-tolérance du peuple. Le jour où le peuple ne pourra vraiment plus, ils accepteront cette solution drastique. Mais en attendant, ils vont être contents avec tout ce qu'on leur donne. Tout ce qu'on leur donne, c'est créer plus d'argent pour continuer à les nourrir et à leur donner du pain, du jeu. Donc, on va continuer à imprimer pendant encore 10 ans, 20 ans. Naturellement, l'inflation va monter, parce qu'il ne faut pas être un génie pour savoir que quand tu imprimes beaucoup plus d'argent, ça monte. Par contre, il faut être un économiste pour dire que ça ne monte pas, parce que c'est logique, c'est comme ça que notre système est fait. Naturellement, l'inflation, ils vont la cacher. Comme aujourd'hui, ils ont sorti littéralement les chiffres, ils disent que l'inflation est de 3,6. Bon, personnellement, moi je viens de faire un plein d'essence, c'était 2 € le litre. Hein. Mais bref, outre ça, en fait, ils cachent l'inflation parce qu'ils ont créé des organismes de régulation et des organismes étatiques qui font, ou pas étatiques, mais main dans la main avec eux, qui décident du chiffre officiel. Donc, grosso modo, si l'inflation est de 3,5%, c'est parce qu'ils ne prennent plus en compte l'immobilier. Si jamais l'inflation plus tard elle sera de 2%, c'est parce qu'ils vont dire « Ah vous savez quoi, finalement l'inflation ça prend plus en compte l'électricité et l'alimentaire. Demain peut-être que l'inflation elle prendra plus en compte le bois, etc. » En fait, ils vont simplement manipuler le CPI, le taux d'inflation, le panier qui calcule l'inflation, au beau vouloir du marché. Et puis après, ils vont vraiment vous prendre pour des cons. Ça veut dire que peut-être que dans 3 ans, ils vont dire « Bon, c'est bon, on a fini la phase d'inflation parce que ça y est, c'était un petit hop. Maintenant, on va remettre le bois dans le CPI. » Mais ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est qu'entre deux, ils ont retiré le métal. Vous voyez un petit peu l'idée ? Peu importe, c'est peut-être pas le métal. Hein, le métal. Et j'essaie de la faire un peu mondiale parce qu'il y a des gens en Afrique, vous allez avoir le même scénario. Canada, vous allez avoir le même scénario. Luxembourg, vous aurez le même scénario. Partout dans le monde, vous aurez le même scénario. Belgique, Luxembourg, c'est un peu différent. Enfin, c'est pas que c'est différent, mais c'est que... Enfin, on va pas commencer à faire des exceptions pour tout le monde. Bref, ce que je veux dire, c'est que le CPI va être manipulé à gogo de plus en plus. Voilà, on ne met pas l'immobilier, on va plus mettre l'énergie, on va peut-être plus mettre l'alimentation, on va retirer certains biens et à la fin, en fait, votre CPI, ça va littéralement être le paquet de pâtes qui est donné par l'État, donc maintenu à un prix fixe, et ça va être les pommes de terre avec une loi énorme qui oblige les vendeurs de pommes de terre à maintenir le même prix, donc une manipulation de marché, parce qu'ils sont subventionnés avec de l'argent imprimé. C'est-à-dire que l'État va imprimer de l'argent pour payer le vrai prix du marché aux agriculteurs, qui eux vont vous prendre un faux prix. Si on réfléchit un peu plus loin, pourquoi ils feraient ça ? Parce que finalement, imprimer de l'argent, c'est une dette cachée et un impôt caché qui vous facture à vous tous via cette oppression. Vous derrière, vous ne vous révoltez pas parce que vous avez toujours le même prix pour la nourriture, donc vous êtes nourri. Et l'agriculteur, il peut continuer à faire du business, sinon lui, il ferait faillite et ça ne marcherait pas parce que l'État ne crée pas des pommes de terre. L'État paye des agriculteurs et des entrepreneurs pour mettre les pommes de terre dans le magasin. Donc l'État n'a pas d'autre choix en fait que de faire ça. Donc imaginez ce scénario. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'inflation va continuer à monter parce qu'ils vont continuer à imprimer. Il y aura toujours de plus en plus d'inflation dans plein de domaines, l'immobilier, les stocks, etc. Mais on ne le prendra pas en compte pour cacher cette inflation. Au bout d'un moment, la mascarade va forcément tomber. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens ne sont pas forcément super cons. Alors ils sont cons, ils sont manipulables, mais il y a une limite à la manipulation de masse. Deuxièmement, les gens vont avoir faim. Et à un moment ou un autre, les gens auront besoin de médicaments, les gens auront besoin de produits de première nécessité qui ne sont pas produits en France, donc importés. Et pour les importer, il faut de l'argent, sauf que on ne peut pas toujours payer avec de la monnaie de singe des étrangers en permanence. Enfin, il y a des trades déficits, on ne peut pas aller trop dans les détails là-dessus, mais grosso modo, un jour ou un autre, les gens vont s'en rendre compte, les salaires vont pas suivre, l'impression monétaire va être beaucoup trop gros. Donc là où peut-être il a fallu que 3 trilliards pour sauver du Covid, la guerre en Ukraine ça va être 10 trilliards et la prochaine pandémie ça va être 40 trilliards. Donc forcément votre inflation elle va exploser et la manipulation ne tiendra pas. Le marché va être plus fort que les politiciens et donc à un moment ou à un autre on aura de l'inflation à 40, 50%, etc. On n'aura plus du tout assez de trucs, il y aura trop de manifestations, trop d'insatisfaction du peuple. La montée des extrêmes, des énormes manifestations avec des centaines de millions de personnes. Et là, il y a 2 scénarios possibles. Ou du moins, on va en prendre que 2 dans notre exemple de qu'est-ce qu'on pense que va être le futur par rapport aux bitcoiners. Ou du moins, parce que mon futur, je pense, clairement.
c'est ou une révolution, un nouveau système, ou le fascisme, l'autoritarisme. Les deux sont possibles, on peut avoir une révolution puis du fascisme, ou alors on peut avoir du fascisme puis une révolution. Peu importe. L'idée c'est toujours la même, c'est que ça va être du chaos, du carnage, des oppressions, plus de lois, plus de flics qui tabassent, qui envoient la lacrymo et qui vous frappent la gueule pour votre sécurité, et finalement plus de mal-être et de contrôle et d'oppression. Encore une fois, pour une raison qui est assez évidente, c'est qu'on n'a pas d'autre choix. Ça veut dire que si jamais on vous laisse faire ce que vous voulez, vous allez détruire l'euro et le dollar. Et si vous détruisez l'euro et le dollar, les politiciens ils sont pas contents, donc ils vont pas vous laisser faire. Et ils vont pas vous laisser faire, donc ils vont vous taper dessus. C'est à peu près simplifié, mais c'est à peu près l'idée. Donc l'inflation va exploser, les gens vont forcément monter vers la population, faire de l'autoritarisme, et la seule solution contre ça, c'est plus de contrôle. Donc on va limiter les prix, on va limiter qu'est-ce que vous avez le droit d'acheter, on va limiter vos mouvements, on va limiter finalement comment vous avez le droit de dépenser votre argent, à qui, pourquoi. Et ça va accélérer. De plus, ça accélère, vous l'avez compris, la boucle, le serpent se mange la queue, que de plus Bitcoin sera utilisé. D'un côté, parce que du coup, ce sera la seule solution de faire du commerce noir vu que le cash aura disparu. De l'autre côté, ce sera la seule solution pour garder de l'épargne dans un monde où les politiciens et les banquiers centrales sont devenus fous. Centraux sont devenus fous. Donc mes deux points qui sont l'adoption de Bitcoin et non pas la spéculation, même parce que celle-ci sera arrêtée littéralement en fait, et c'est là où c'est important que vous compreniez ça. Quand je vous ai dit avant que sur 100 millions de personnes, 90 millions de personnes utilisaient Bitcoin pour spéculer et que je m'en bats les couilles d'eux, c'est simplement parce que quand on va arriver dans la phase 3, ce que j'appelle du long hiver, avec du coup l'autoritarisme drastique, les vrais contrôle de capitaux et les vraies emprises du système pour tout faire pour ne pas que ça s'écroule, parce qu'on ne veut pas que ça s'écroule, au lieu de le laisser s'écrouler, et bien là, la spéculation aura disparu. Dans le sens où c'est, on vous a confisqué vos fonds si jamais vous avez du Bitcoin KYC ou dans un truc d'échange. Ah oui, alors là, putain, encore une autre parenthèse, désolé. On m'a dit que j'étais bon sur les parenthèses des parenthèses, on verra si ça tient. Pourquoi est-ce que tous les spéculateurs vont dégager? Parce qu'en fait, l'État va confisquer leurs fonds. Tout simplement. C'est-à-dire que si vous spéculez, à moins qu'il y ait des très 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 bons DEX et que vous êtes semi-anonyme, l'État sait que vous avez cet argent pour pouvoir relancer sa croissance, pour pouvoir relancer et sortir de l'inflation, pour pouvoir relancer l'investissement, parce que c'est important de relancer l'investissement pour sortir de cette phase de malheur, il faut du capital. Il n'y a pas de capital possible, donc on va prendre là où il y en a. Qui a de l'argent? Les bitcoiners, ou du moins les gens qui ont des actions de l'immobilier. Donc en fait, l'État, après qu'il ait pris l'argent facilement volable, c'est-à-dire sur votre compte bancaire, sur votre livret d'épargne, sur votre assurance vie, sur votre retraite, etc., une fois qu'il aura fini de voler cet argent, il volera, il aura augmenté les taxes, mais il y a un moment où il ne peut pas augmenter à l'infini, même s'il a essayé. Et donc l'autre source de revenus qu'il va essayer de voler, en plus de l'impression monétaire, qui sont donc déjà 3 sources de l'État, c'est littéralement vos actions et vos cryptos. Donc en fait, toutes les personnes qui pensent qu'ils vont être en sécurité avec des actions L'Oréal Total, peut-être que vous le serez face à l'inflation, mais vous n'allez pas l'être face aux vraies conséquences économiques qui vont suivre de l'inflation, à savoir la destruction de toute notre épargne. Parce que dans ce cas, vous avez du capital, vous êtes les rois du monde, vous avez du cash. Sauf que l'État a besoin de votre argent, donc il va le réquisitionner en tant que bon citoyen. Donc finalement, tous nos spéculateurs, ils vont être lessivés. C'est l'État qui va socialiser finalement les actions. Ils vont racheter du L'Oréal, ils vont racheter des trucs avec de l'argent de singe. Hein. Ils vont vous payer avec de l'argent qu'ils ont imprimé qui vaut rien. Ils vont voler vos actions qui valent quelque chose, mais c'est pour le bien de la nation. Ils vont faire pareil avec Bitcoin. Ils vont racheter vos Bitcoins parce que l'État va évidemment se mettre à accumuler du Bitcoin, hein, tout comme il va devoir accumuler de l'or. Ou peut-être qu'il fera la guerre, mais il fera à double tranchant. Ça, c'est encore une autre parenthèse un peu plus compliquée. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'un jour ou un autre, il va voler votre argent. Donc tous ces spéculateurs, pour moi, ils dégagent de l'équation parce qu'ils sont dans le système, en fait, tout simplement. Sauf ceux qui ont quitté avant que ça devienne trop chaotique dans d'autres pays avec des meilleures régulations. Mais ça, on va en parler après. Donc, on est arrivé au stade où finalement, l'État a volé l'argent de quasiment tout le monde. En plus d'avoir volé l'argent de quasiment tout le monde, il a détruit l'épargne de tout le monde en imprimant plus d'argent. Mais il continue parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le régime autoritaire entre en place, change un petit peu tout et referme encore plus les boulons. Parce que pour resserrer la situation et pour ressortir de la crise, maintenant que cet État est accepté par le peuple comme étant le changement, il faut faire des actions drastiques. Et donc là, les actions drastiques, ou ça peut être positif pour Bitcoin, et dans ce cas, peut-être qu'on a fini ce long hiver,
ou ce sera négatif pour Bitcoin, et c'est dire, bon, bah, qui a de l'argent? Les Bitcoiners, on les attaque. Donc là, maintenant, j'ai pas envie de parler du bien, j'ai envie de parler du mal, et se dire, dans un système comme ça, comme les seules transactions qui sont encore autorisées sont celles en Bitcoin ou en or physique, littéralement, ou en troc entre nous, ils vont essayer d'arrêter maintenant les derniers Bitcoiners encore sur le territoire qui l'utilisent et soutiennent une économie parallèle non contrôlable par l'État. Pour le faire, ils vont utiliser ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale et ils vont essayer de motiver les troupes face à vous en disant « tu connais un Bitcoiner, dénonce-le ». Tu connais quelqu'un qui mine, il exploite ton énergie. N'oubliez pas que le prix de l'énergie a augmenté. Donc finalement, vous êtes un voleur d'énergie, même si c'est de l'énergie qui vous appartient parce que vous avez un panneau solaire, peu importe. Au lieu de le revendre au grid, vous minez du Bitcoin, vous êtes un criminel. Vous êtes non patriote, vous pénalisez les autres, donc dénoncez-le. Les personnes qui font tourner des nœuds vont être considérées comme des grands méchants parce qu'ils aident à un système rendu illégal. Ils ont sûrement des bitcoins, il faut aller les confisquer, etc. Donc on va arriver sur une phase un petit peu de traquage. Alors là, je suis clairement dans la science-fiction, hein. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que je suis un très bon orateur. Mais non, voilà, donc on se calme, hein. Mais c'est un scénario qui est à mes yeux complètement possible. On va les traquer, on va devoir les dénoncer. L'État aura évidemment d'ici là une liste de toutes les personnes KYC qui en auront. L'État aura une liste de tous les réseaux sociaux avec les personnes qui avaient à l'époque parlé de Bitcoin. Quand quelqu'un est arrêté avec du Bitcoin, on va lui dire bon bah si tu veux remonter ton crédit score, si tu veux pas aller en prison, dénonce les autres Bitcoiners que tu connais. Donc on va vraiment avoir une sorte de guerre froide, en fait, une guérilla face à son propre peuple, comme une petite guerre civile, face aux dernières personnes qui refusent d'encore essayer de sauver l'économie avec plus de contrôle. Sachant qu'à ce stade, l'économie, elle est complètement à terre, hein. Je veux dire, tout est manipulé, peu importe. Mais parce qu'on prône un système alternatif, plus simple, plus juste, liberté, nanana, on sera les méchants, donc on va nous arrêter. Cette phase très noire peut durer très longtemps. Parce qu'en fait, des dictatures, ça peut durer très longtemps. Des systèmes de statisme comme l'URSS, ça peut durer très longtemps. Et finalement, rien ne garantit que derrière, le peuple se réveille, arrête d'être un mouton et réalise que Bitcoin, c'est la solution. Parce qu'on a trop tardé à adopter Bitcoin de façon comme une économie parallèle. Il n'empêche que certaines choses vont être sûres, c'est que dans le reste du monde, donc là maintenant on va quitter notre pays un peu dictatorial, hein. Je ne dis pas que ce sera la France ou l'Europe, même si je pense que ça le sera, mais on va prendre un exemple, on va prendre un pays fictif hein, pour notre exemple. On quitte notre pays fictif et on va ailleurs. Qu'est-ce qui s'est peut-être passé ailleurs? Eh bien, peut-être qu'ailleurs, ils ont mieux géré, ils ont fait des lois plus positives face à Bitcoin, ils n'ont pas pris l'excuse du réchauffement climatique et du coup du fait que Bitcoin pollue pour l'interdire. Oui, parce qu'ils utiliseront ça, cette excuse, mais bon, à la limite, on n'est même plus là dans le débat. Mais évidemment, ils vont dire que comme Bitcoin pollue, on le banne. Ça, c'est vraiment au tout début. Dans les 5 prochaines années, ils vont le faire. Là, on est déjà dans 20 ans, on va dire. Donc, il y a d'autres pays qui, eux, en fait, n'auront pas du tout pris cette approche. Ils auront dit, non, en fait, on va éviter, on va quitter plus vite que vous le bateau fiat, on va tout de suite repartir sur une économie plus saine, on va tout de suite accepter une récession ou créer une double économie parallèle, et en fait, on va dire, venez les bitcoiners, venez ceux qui ont de l'or, on va essayer de sauver ce qu'on a et reconstruire, au lieu de continuer dans la folie. Ces gens-là, ce peuple, ils vont attirer des capitaux, ils vont attirer des cerveaux. Les bitcoiners vont aller là-bas, eux, ils vont se mettre à miner du bitcoin, eux, ils vont se mettre à offrir de l'investissement, de la sécurité, etc. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, comme ils seront pro-business, comme ils seront pro-anti-censure, comme ils vont laisser le marché libre faire, il y aura de l'innovation, il y aura de l'entrepreneuriat. Parce qu'un entrepreneur, il a peur de plusieurs choses. Il a peur qu'on lui vole son business. Tu ne vas pas commencer à entreprendre dans un pays où tu sais qu'il y a une forte chance que derrière, l'État et les militaires viennent et volent ce que tu as essayé d'entreprendre. Donc c'est déjà compliqué d'avoir de l'épargne pour créer. Si en plus, une fois que tu as cette épargne, tu le mets, on te vole ton argent, tu ne vas pas créer réalistiquement. Donc les gens vont aller dans des pays où ils sont en sécurité pour créer et entreprendre. Et dans ces pays, du coup, il y aura énormément d'entrepreneurs qui vont recréer une sorte de nouvel âge d'or et aller beaucoup plus loin dans finalement essayer de trouver des solutions. C'est-à-dire que s'il manque certains produits
parce qu'ils étaient exportés ailleurs et il y a des pénuries, des entrepreneurs vont dire non, on va le créer sur place. Et ils vont utiliser leur ingénierie et ils vont réussir à y arriver parce que c'est des entrepreneurs qui sont libres avec une monnaie saine, à savoir Bitcoin. Donc on pourrait prendre l'exemple du Salvador. Réalistiquement, je vais prendre un autre livre ici que j'aime bien moi, The Sovereign Individu. Ce qui est important dans ce bouquin, si je vais le résumer en une phrase, c'est grosso modo, parce que désormais nous sommes dans un monde hyper connecté grâce à Internet, les cerveaux vont pouvoir bouger beaucoup plus rapidement, l'information également, et certains pays qui vont offrir donc un meilleur avantage, un meilleur confort pour les gens, vont attirer beaucoup plus de capital. Et donc on aura des mini-cités, on pourrait appeler ça des citadelles, mais on parlera des citadelles dans le prochain épisode en détail. Mais grosso modo, ces nations-states, ces cités plus grosses, vont accueillir des bitcoiners, vont créer une nouvelle économie et vont continuer à grossir. En parallèle, vous le savez, dans ma première hypothèse, c'était qu'il y aura toujours un bloc toutes les 10 minutes. Parce que même si dans certains pays, on chasse les gens qui ont des nœuds, on ne pourra pas tous les chasser. Et deux, dans d'autres pays, d'autres citadelles, d'autres régions du monde libres, il y aura des nœuds, il y aura des bitcoiners. Donc, c'est quoi l'implication directe de ce que je viens de dire? C'est qu'il y aura toujours un bloc toutes les 10 minutes. Donc, les transactions vont toujours être validées. Et donc, il y aura toujours no halving tous les 2210 000 blocs. Et il y aura toujours notre ajustement de la difficulté. Donc même si toute l'Europe arrête de miner du Bitcoin, même si les États-Unis deviennent méchants, enfin non, ils sont déjà méchants, mais imaginons les États-Unis décident d'être méchants face à Bitcoin et censurer le minage complètement, m'étonnerait qu'ils le fassent, mais bon, imaginons qu'ils le font, réalistiquement, il y aura toujours des mineurs, il y aura toujours des nœuds partout dans le monde. Donc ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que dans nos pays où c'est noir, donc notre pays imaginaire, le marché noir, la résistance pourra utiliser Bitcoin et utilisera Bitcoin pour mener la résistance jusqu'à un des jours meilleurs. Et il y aura toujours un peu de cash parce que Bitcoin sera utilisé dans le marché noir, underground, etc. Et en même temps, ce que ça veut dire, c'est que la limite de Bitcoin continuera à baisser. Avec les halvings, il y aura de moins en moins de Bitcoin. Donc on va arriver à notre cap de 21 millions. Et réalistiquement, dans 20 ans, 30 ans, il y aura quasiment plus de Bitcoin qui vont être créés. Ce qui veut dire que les nations qui auront accumulé beaucoup de Bitcoin, d'un coup, vont se retrouver avec la majorité du stock de Bitcoin, qui est de plus en plus rare. Comme on l'a vu, on aura une adoption de Bitcoin pour l'économie noire et pour l'épargne dans tous les pays où ça devient n'importe quoi, naturellement, même si c'est pas KYC, même si c'est pas officiel, les gens vont quand même économiser en Bitcoin. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît évident en fait. Quand vous êtes en dictature et que vous n'avez pas d'autre choix, c'est où vous mourrez, ou vous économisez en Bitcoin, ou vous êtes esclave d'un système. Vous serez peut-être l'esclave d'un système, mais réalistiquement, il y a beaucoup de gens qui auront quitté et qui auront trouvé Bitcoin. Et dans les citadelles, dans les pays libres, Bitcoin sera la monnaie réserve de valeur. Donc Bitcoin va continuer à monter au fur et à mesure que ces pays s'enrichissent et se développent, ce qui fait finalement qu'un jour, ils auront tellement un avantage que ils seront un peu les puissances du monde. Ce qui mettra un exemple pour les pays dictatoriaux pauvres, nanana, qui un jour s'écrouleront comme l'URSS ou comme n'importe quel autre pays qui est dans un fiat standard autoritaire, etc. On en est donc un peu à la phase 4, qui est la dernière phase de notre long hiver. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, naturellement, les bitcoiners des pays en dictature vont hodl, vont accumuler des bitcoins en KYC, vont utiliser, et leur épargne va continuer à monter face à leurs proches qui s'appauvrissent. Ils seront peut-être dénoncés, pas dénoncés, mais s'ils ne sont pas dénoncés, le jour où ça s'arrête, ils auront de l'argent pour recréer la nation à nouveau. Et c'est un petit peu comme si on pensait le printemps. Parce que réalistiquement, il y aura toujours no halving et Bitcoin va toujours être de plus en plus rare. Où est-ce que je veux aller avec tout ça? C'est un petit peu c'est un peu pour le futur. Parce que naturellement, dans notre pays dictature ou dans nos pays pauvres, l'hyperinflation va arriver. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura tellement une méfiance envers le système que la monnaie va changer. Il peut y avoir plusieurs hyperinflations d'affilée. C'est pas gênant, dans le sens où tu peux avoir de l'inflation, hyperinflation, nouveau régime, dictature, hyperinflation, nouveau régime, dictature, révolution, guerre civile, tout ça, ça va s'accumuler, famine, etc. C'est un petit peu comme si on appelle ça la phase de transition, face à un nouveau standard avec un nouvel ordre mondial. Et dans ce cas, j'ai envie de vous faire lire Ray Dalio, le nouvel ordre mondial, qui explique très bien à travers le temps comment différentes civilisations se sont enchaînées, comment différents empires s'enchaînent, avec toujours comme facteur commun l'arrivée d'une monnaie, la destruction de leur monnaie, réserve de valeur. C'est toujours les mêmes cycles que suivent toutes les nations, et donc naturellement, plus tard, on va avoir un nouvel ordre, une nouvelle nation, un nouveau renouveau, un nouveau âge d'or, qui arrivera quand le
système se sera nettoyé de soi-même à travers des faillites et de la misère. Donc, quand je vous dis que Bitcoin sera adopté massivement, vous devez comprendre qu'il y a un scénario que je viens de décrire qui fait qu'on va tous perdre. L'adoption de Bitcoin de masse, même si c'est un outil et donc c'est une bouée de sauvetage, ça veut dire que le Titanic coule. Et si le Titanic coule, ça veut dire que votre épargne, l'épargne de vos parents, l'épargne peut-être de vos enfants, votre retraite sautera avec. Vous n'aurez pas de retraite, ou du moins je n'aurai pas de retraite, je le sais. Ça veut dire qu'il y a une forte chance qu'on socialise complètement la bourse, qu'on l'arrête pendant une période. Il y a de fortes chances qu'on bannisse Bitcoin pour vous empêcher de faire des transactions, parce que si vous faites des transactions, vous pourriez quitter le navire. Et une fois qu'on a arrêté d'autoriser les barques pour essayer de sauver le navire qui coule, bah, il n'y a plus de barques, même si le navire coule, vous coulerez avec le navire. Donc, vous devez comprendre qu'accepter Bitcoin, c'est être révolutionnaire. Accepter Bitcoin, c'est prôner un système alternatif qui n'est pas voulu de la caste élite. Et c'est aller à l'encontre des plans d'une soviétisation complète ou d'un socialisme complet de l'économie, en fait. Tout simplement. C'est un petit peu ça, malheureusement. Pour finir sur une touche un peu plus positive, qu'on abordera plus dans le prochain épisode, du coup, c'est se dire, est-ce que finalement ce sera positif ou négatif? Donc dans ce cas, pourquoi utiliser Bitcoin? Bah, en fait, c'est simplement un choix de vie ou de mort. Pour beaucoup de gens, Bitcoin, c'est de la vie ou de la mort. Si tu veux faire une transaction et que tu n'as pas le droit, ou tu utilises correctement Bitcoin avec du non KYC mixé, ou tu peux pas le faire. Si ça, c'est très important pour ton business, ta famille, si ça consiste à acheter de la nourriture, tu vas le faire. Si jamais tu sais que tu n'as pas d'épargne parce que tu as 20% d'inflation, à un moment ou à un autre, tu vas te mettre sur Bitcoin. En espérant que les pays n'aillent pas jusqu'à ce que j'ai dit, mais il y a une probabilité que ça arrive dans certains pays. On peut avoir le milieu, que finalement ils font rien face à Bitcoin et ils laissent mourir leur monnaie et Bitcoin prend le relais. Ou que Bitcoin arrête. On n'en sait rien. Encore une fois, il y a un milliard de futurs différents. La fin, ça va être la destruction des monnaies fiduciaires, à savoir que les monnaies fiduciaires vont naturellement retourner à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro, comme le disait si bien Voltaire. Et une fois à zéro, ce sera la fin. Les politiciens qui ont manipulé n'iront sûrement pas en prison, ou peut-être qu'ils sont jugés, mais ils seront plus au pouvoir. Les banquiers centraux ont été remplacés par d'autres marionnettes et d'autres banquiers centraux. Vous aurez perdu. Certains bitcoiners auront perdu parce qu'ils auront leurs clés confisquées, d'autres bitcoiners auront gagné, les gens qui auront quitté seront peut-être plus heureux, les gens qui auront été à la campagne sont plus heureux, enfin peu importe, on n'en sait rien. Mais c'est un peu la fin de mon histoire, la fin de ce que je pense être un scénario réaliste, sachant encore une fois que dans d'autres pays, parce qu'ils seront libres, ils n'auront pas à souffrir ces conséquences. Mais voici la thèse du long hiver que vous avez été nombreux à me demander. Elle n'est pas gaie, malheureusement elle est plutôt réaliste, simplement parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas arrêter d'imprimer de l'argent et ils ne peuvent pas tolérer que les capitaux quittent le territoire. Ils sont obligés de détruire le cash pour empêcher que les capitaux partent et ils sont obligés d'empêcher de quitter le cash pour mettre des taux d'intérêt négatifs. Là-dedans, je ne vais pas parler des CBDC. Peut-être ça mérite un épisode à part entière, mais en fait, non, c'est limite dans cet épisode. Ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement que dans 5 ans, 10 ans, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le voir, il y aura un portefeuille étatique d'identité digitale mondiale, ou du moins dans tous les pays qui doivent aller vers l'autoritarisme, par exemple l'Europe. Et dans ce portefeuille, ou dans un portefeuille du coup accepté par, comme étant dit, le portefeuille que vous allez utiliser, il y aura dedans une CBDC, donc la crypto-monnaie digitale des banques centrales. Cette crypto-monnaie peut avoir beaucoup de formes différentes, elle aura le même but, offrir plus de droits et d'outils de contrôle à la banque centrale et du coup aux régulateurs pour votre bien. En fait, c'est pas compliqué, c'est pas... Alors moi je pense que c'est un outil de surveillance de masse, ça l'est par défaut, mais c'est peut-être pas leur ambition numéro 1, dans le sens où peut-être que leur ambition numéro 1, c'est simplement pouvoir dire, grâce à cette CBDC, grâce à ce portefeuille étatique que tout le monde utilise, nous pouvons désormais contrôler ce que vous avez le droit de dépenser ou pas avec l'argent qu'on vous donne. Donc en fait, on va vous donner un UBI, donc un salaire universel basique.
on va vous dire, avec l'argent qu'on vous donne via de l'hélicoptère monnaie, c'est littéralement le terme, hein, le terme économique c'est hélicoptère monnaie, donc de la monnaie hélicoptère, on vous envoie de l'argent du ciel magiquement pour que vous puissiez continuer à vivre et que vous ne fassiez pas la révolution. Quand on vous donnera cet argent, on doit s'assurer que vous ne la mettez pas dans Bitcoin. Plus que pas acheter du Bitcoin, en fait, c'est vraiment faire du micromanagement de l'économie et de ce que vous avez le droit d'acheter. C'est vraiment dire, en fait, on vous donne de l'argent périssable à travers le temps. On vous donne de l'argent que vous devez dépenser, sinon elle n'est plus dans votre compte bancaire. On vous donne de l'argent uniquement pour acheter du pain dans cette boulangerie. On vous donne de l'argent qui a le droit d'être utilisé que pour telle ou telle chose à tel moment. C'est un petit peu comme les bons de guerre de nourriture de rationnement, mais en sous stéroïdes. Et ça, c'est absolument voulu par les régulateurs parce que ça va leur donner plus de pouvoir pour combattre les crises. Ça va permettre de vraiment dire, avec l'argent qu'on crée, on crée de la croissance infinie. C'est super. Une fois par mois, vous avez le droit d'aller au cinéma. Une fois tous les 6 mois, vous avez le droit d'acheter un matelas. Ça va évidemment complètement détruire le marché libre, le capitalisme, l'entrepreneuriat, la prise de risque. Enfin, c'est une vraie dystopie, enfin, c'est grave. Mais dans l'idée, c'est complètement possible d'en arriver là. Parce qu'ils auront l'outil. Ça va permettre de vraiment tout tracer. Et ça, c'est un petit peu inévitable quand tu y penses. Parce que justement, tu ne veux pas mettre de l'argent et les là n'importe où. Parce que si tu dois imprimer de l'argent et la donner n'importe où, les prix vont exploser, il n'y aura aucun contrôle. Et donc, tu auras des hyperinflations. Si au contraire, tu peux créer de l'argent qui est périssable, si au contraire, tu peux te dire, je vais faire de l'argent, mais derrière, cet argent finalement va sortir du système, ça devient vachement intéressant pour les banquiers centraux. C'est toujours une question de créer des outils. Donc la CBDC peut vraiment prendre beaucoup de formes et on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va aller. Certains pays vont en avoir, d'autres ne vont pas en avoir. Donc comme je l'ai dit, il y a une coupure malheureusement, donc je ne sais plus trop où j'en étais, je vais essayer de clôturer un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas perdre espoir. Parce que on n'est pas dans ce scénario et c'est un scénario parmi tant d'autres. J'aurais pu vous faire un scénario beaucoup plus noir, parce que je suis capable d'aller plus noir que ça, et je pourrais faire un scénario beaucoup plus gai, un scénario plus alternatif. Tous les bitcoiners ne sont pas d'accord avec moi. Pour conclure, on est quasiment, je pense que la majorité des bitcoiners sont quand même d'accord que l'économie est tellement manipulée, et ceci depuis 40-80 ans, que c'est compliqué aujourd'hui de revenir en arrière, donc on est obligé d'accélérer. Cette accélération va forcément être liée avec plus de pression, plus d'impression monétaire, plus de contrôle de capitaux, qui mèneront forcément du coup à l'autodestruction du système fiat. Et cette autodestruction va prendre du temps ou pas, mais dans tous les cas, elle ira plus vers l'autoritarisme pour empêcher d'être détruits par eux-mêmes, parce que les gens au pouvoir veulent garder du pouvoir. Bitcoin ne peut pas être détruit, Bitcoin va continuer à prendre de la valeur parce qu'il a certaines caractéristiques qui fait que tout le monde a envie d'avoir une monnaie libre d'échange qui est fondamentale à toute civilisation. Et du coup, on va avoir cette théorie du jeu entre ceux qui l'adoptent, ceux qui ne l'adoptent pas, de façon assez classique. Quand je vous dis de ne pas perdre espoir, c'est simplement qu'à toute échelle, on peut faire quelque chose. Dans le sens où en fait Bitcoin ne va pas être adopté du jour au lendemain. Bitcoin, ça va être un vrai chemin, un vrai travail. Et vous pouvez contribuer. Donc si vous avez peur du futur que je viens de dire, les premières choses à faire, c'est tout de suite retirer vos Bitcoins des échanges, c'est apprendre à les mixer, c'est commencer à essayer de chercher des solutions d'achat de Bitcoin non KYC, c'est essayer de faire du lobby pour pas avoir des lois stupides style l'interdiction du Proof of Work pour le Proof of Stake simplement parce que en gros, c'est une mascarade d'interdire le Proof of Work. C'est parce que le Proof of Stake, ils savent qu'il est manipulable, contrôlable. Donc, ils veulent ça. Ils s'en foutent de l'écologie. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir empêcher qu'une technologie qu'ils ne contrôlent pas, à savoir Bitcoin, existe. Donc, essayez d'éduquer vos proches par rapport à Bitcoin, expliquer à vos amis que Bitcoin ne pollue pas. Commencez à accepter Bitcoin dans votre commerce, dans le commerce peut-être de vos parents. Commencez à aider l'aspect économique ou même culturel de Bitcoin, c'est super important. De plus en plus, on est à comprendre que Bitcoin, c'est fondamentalement une technologie de libération financière qui permet d'avoir une liberté d'expression. Le mieux, on pourrait s'en sortir demain. Si demain, on a un scénario comme le Canada où on bloque les comptes bancaires des manifestants, si demain on se retrouve comme en Chine à bloquer tout, si on se retrouve comme en Ukraine ou en Russie à dire vous n'avez plus le droit de retirer, on retire le cash et vous n'avez plus le droit d'aller utiliser votre compte bancaire, avoir une population grandissante constamment qui s'entraide, qui sait utiliser Bitcoin, ça va permettre de bootstrap une économie à zéro. Le jour où on quitte cette
dystopie que j'ai décrit, avoir plein de personnes qui sont capables d'utiliser un système bancaire alternatif, ça va permettre de relancer l'économie. Et à ce moment-là, c'est seulement une question d'éducation. Donc à votre échelle, vous pouvez faire la différence auprès de vos proches, auprès des commerçants, près de chez vous. Il y a toutes les ressources gratuitement disponibles. Ça fait 2 ans et demi que je me bats pour vous tous, pour qu'on puisse avoir un maximum de ressources. Aujourd'hui, il y a plein de formations disponibles, débutants, avancés. Il y a des ressources pour accepter pour son commerce. Et si besoin, MP moi, je vous aide à mettre en place Bitcoin dans votre commerce. Il y a aujourd'hui tous les éléments pour qu'on y arrive. C'est qu'une question de volonté. Et à notre échelle, on construit la citadelle, on construit l'écosystème de demain. Et ça, c'est absolument passionnant. Si vous voulez me soutenir, le mieux, c'est ou via Patreon, parce que j'ai besoin de fiat en ce moment. Et donc là, vous pouvez me soutenir. Merci beaucoup au Patreon. Pourquoi j'ai besoin de fiat? Parce que je ne suis pas encore 100% dans une économie parallèle où je peux payer tout le monde en Bitcoin, parce que déjà les lois ne me permettent pas et parce que j'ai encore des fournisseurs qui ne veulent pas accepter Bitcoin. Petit à petit, j'espère y arriver, mais réalistiquement, voilà, on est encore dans une double économie et on le sera sûrement pendant encore très longtemps. Par contre, vous pouvez également me soutenir en Bitcoin ou sinon, mieux que la donation, parce que vous voulez avoir quelque chose, c'est via le e-commerce. Il est lancé, vous pouvez acheter de la marchandise, des fringues, mais également des superbes des blasons en fait. Si vous avez aimé mes formations, si vous voulez soutenir mes formations, j'ai un système monétaire un peu stupide, c'est que je vous donne tout gratuitement et puis après je vous demande pas de payer, mais si vous voulez, vous pouvez me payer avec de la donation ou en achetant de la merch. Donc vous pouvez par exemple acheter le blason de la formation 1 s'il vous a plu. Bah voilà, vous l'achetez 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, peu importe. Vous décidez du prix où vous l'achetez ce blason. Évidemment, il ne coûte pas 5 euros à faire, 50 euros à faire. Donc, vous l'achetez à 5 euros, je gagne 2,50 euros. Vous l'achetez à 50 euros, c'est comme si vous aviez payé cette formation plus tard, après l'avoir fait, 40 euros. Et ça aide. La formation Lightning Network de Fanis, la formation des nodes, vous êtes nombreux à l'avoir apprécié. Bah voilà, si vous voulez me soutenir, outre avoir acheté des nodes avec mes liens d'affiliation ou alors une boîte de Silex, par exemple comme ça, vous pouvez me soutenir en achetant ce blason. Et la prochaine formation, ou l'une des prochaines formations, ce sera sur Sparrow et Coldcard. Donc si vous voulez la préfinancer, pareil, vous pouvez acheter ce petit blason. Ça aide énormément. De la même façon, on vend des block meat. Si jamais vous voulez graver votre clé privée dans de l'acier, comme ça, le jour où les flics viennent faire une perquisition, ils ne trouveront peut-être pas forcément vos 24 mots. Bon, après, si vous vous mettez en prison, vous les donnerez, sauf si vous utilisez un multisig. Mais bon, il y a toujours un peu de protection. Et si vous voulez faire tourner un nœud, on ne vend pas encore le hardware, mais on vend des magnifiques nœuds de silex. Pareil, le jour où les flics viennent, le fait d'avoir un énorme B dans votre maison, c'est un red flag, ils vont savoir que vous êtes un bitcoiner. Mais si vous vivez dans un pays libre, ça peut être cool de contribuer au soutien des personnes qui n'ont pas le droit à Bitcoin via leur nœud, via votre nœud, excusez-moi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Perdez pas espoir les amis, on peut y arriver. Je suis un peu désolé ou déçu de moi-même que la caméra s'est arrêtée par manque de batterie après 1 heure sur les 1h20 de je pense avoir parlé. Parce que c'est toujours mieux au premier shot, bizarrement. Enfin, quand je suis dedans, c'est un peu mieux à chaque fois. Donc il y a peut-être des trucs super intéressants que j'ai jamais dit. Et dans ce cas, tant pis à vous, vous pouvez le découvrir par vous-même sur la librairie Bitcoin. Découvre Bitcoin, le site internet, il y a une section librairie. Littéralement, on a toutes les ressources pour vous. Donc pas d'excuses pour qu'on continue à profiter. J'ai envie de vous dire, le scénario que je décris est qu'un scénario parmi tant d'autres. Peut-être qu'on n'ira pas en dictature, peut-être qu'on n'aura pas besoin de bloquer les capitaux, peut-être que nos banquiers centraux vont arrêter d'être fous, peut-être qu'on va accepter une grosse récession, peut-être que quelqu'un va motiver la France à accepter de souffrir un petit peu pour avoir un nouvel âge d'or. Peut-être que les gens vont plus être des moutons et voilà. Mais je ne sais plus si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire parce que c'était une phrase assez importante dans tout ce discours très long. J'en suis désolé et merci à vous d'avoir soutenu, enfin d'avoir tenu jusqu'ici, ça touche beaucoup. Partagez sur les réseaux si vous avez aimé, ça aide encore plus. C'était la phrase aujourd'hui tout le monde suit finalement le choix collectif d'imprimer plus d'argent, de vous donner des aides, de donner du pain et du jeu parce que c'est comme ça et puis on ne réfléchit pas. Je pense qu'à un moment, il y aura un déclic et beaucoup plus de personnes auront compris que c'est fucked up et que notre système marche sur la tête. Et quand on aura atteint une masse critique de personnes qui sont d'accord pour dire qu'on va droit dans le mur, peut-être que l'hystérie collective changera. Est-ce que j'y crois vraiment? Franchement, pas vraiment quand je regarde TF1. Je regarde jamais TF1, mais c'est un exemple à la con. Mais quand je regarde les médias mainstream, je pense que on n'est pas prêt encore à avoir Bitcoin, mais je suis heureux que Bitcoin soit là et donc je continuerai à travailler dans l'écosystème pour
aider à l'adoption de Bitcoin au mieux que je peux, de la France ou de l'étranger, pour permettre d'avoir une transition plus rapide et plus pacifique. Parce que n'oubliez jamais cette phrase, Bitcoin, c'est une révolution pacifique. Il n'y a pas de violence. À part être considéré comme un terroriste par le gouvernement, parce que du coup vous utilisez un système alternatif qui appauvrit la France et l'État français, vous ne faites rien de mal, littéralement. Vous faites du code, vous utilisez un langage, vous utilisez une monnaie universelle. Vous ne faites rien de mal. C'est eux qui ont tort. S'ils interdisent Bitcoin, vous êtes dans votre droit. Du coup, non, parce qu'ils l'interdisent. Mais vous êtes dans le droit éthique. Et si les droits et l'État vont à l'encontre de son peuple, c'est le devoir de son peuple de dire non. C'est le devoir de son peuple de faire un refus collectif, même si du coup, nous sommes les criminels de l'histoire au court terme. Au long terme, on sera sûrement les révolutionnaires et les activistes qui ont permis la transition vers un système non manipulé, non monopolaire, monopolaire, etc. Voilà, bon, Shoroxy, un petit peu déçu sur la fin, mais j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Évidemment, maintenant, vous avez le droit de mettre des commentaires dans la description pour me dire que c'est bien, c'est pas bien, je suis d'accord, je suis pas d'accord, tu vas trop loin, tu penses pas à ça. Dans tous les cas, il y aura personne qui sera d'accord. Moi, j'apporte mon expertise, mon point de vue, c'est ce que j'ai vu à travers le temps. C'est ce que toutes mes recherches m'ont mené, c'est ce que toutes les interviews m'ont mené. Aujourd'hui, je pense que c'est un scénario plus réaliste que non réaliste, malheureusement. J'espère avoir tort, pour être honnête, parce que quand je vois le nombre de personnes autour de moi qui n'ont pas de Bitcoin, je me dis que ça va être violent. Mais en même temps, si tout le monde avait du Bitcoin, on ne serait pas là. Si tout le monde avait de Bitcoin, ce ne serait pas du tout le même scénario. Donc voilà, un scénario parmi tant d'autres, plein de futurs potentiels. C'était purement de la spéculation futuristique qui mériterait un livre de science-fiction. Vous pouvez mettre en commentaire t'as fumé quoi, ou alors écrire un livre de science-fiction. Peut-être qu'on le fera, peut-être que Fanny le fera, peu importe. L'importance, c'est qu'on réfléchisse à des futurs. Et quand on regarde pourquoi est-ce que Orwell a écrit Orwell fin 84, c'était pas le cas à l'époque. Il a écrit en se disant faites attention à ce futur. Que ça soit le meilleur des mondes ou Orwell, quel futur on veut, est-ce qu'on veut être collectif, pas collectif, ça c'est un vrai débat et on peut en débattre. L'important c'est de se poser la question quel futur on veut pour nos enfants, tout simplement. Quel futur la technologie peut nous apporter. Quel futur? Est-ce que finalement c'est pas mieux que tout soit tracé, tout soit interdit et que quelqu'un contrôle pour nous? Ou est-ce que finalement personne n'est capable de contrôler pour tout le monde et donc on devrait tous être libres? J'ai pas les réponses, clairement. Je n'ai pas encore assez étudié, j'ai pas encore assez plongé mon nez dans la philo, des droits, de l'éthique, j'ai pas encore assez étudié l'histoire, j'ai que mon âge. Mais poser la question ne peut pas faire de mal. Donc si quelqu'un pense que c'est criminel de poser la question et de penser ce que je viens de dire, il faut se regarder dans la glace et comprendre qu'en fait, vous en savez pas plus que moi. Donc quand moi je dis ça, prouvez-moi que j'ai tort. Donnez-moi des arguments. Expliquez-moi pourquoi on n'ira pas en répression financière. Expliquez-moi pourquoi on va arrêter d'imprimer de l'argent demain. Expliquez-moi pourquoi on va laisser les gens mettre leurs capitaux où ils veulent. Expliquez-moi pourquoi on garderait du cash dans une économie avec des taux négatifs. Expliquez-moi comment on arrête d'avoir des taux qui descendent et on arrive à avoir une vraie économie de taux sains. Et si vous arrivez à me débattre tous ces points-là, peut-être que je changerai d'avis. Mais en attendant, je cherche encore. Les amis, je vous remercie beaucoup de me soutenir depuis beaucoup de temps maintenant. J'ai l'impression de dire ça constamment, surtout quand on sait qu'à la base j'étais parti pour 6 mois quand même. Pour tous les nouveaux, sachez qu'à la base c'était 6 mois. Chose rigolote, on n'a pas beaucoup avancé, on est toujours que 7000. Donc finalement, moi qui pensais déjà être à 40 000 2 ans après, et ben non, en fait, on est toujours qu'une niche. On est une niche de bitcoiners, mais ça fait plaisir. On consolide les bases. On a une vraie petite communauté de gens qui comprennent l'impact. Et ensemble, on ira loin. Parce qu'on est face à... On est Goliath. Non, on est Goliath face à... Merde, c'est quoi le deuxième? Ah, j'ai le cerveau qui explose. Désolé. Bref, vous avez compris l'image. On est avec notre petite fronde. On est un petit groupe de... Réalistiquement, on est combien de bitcoiners en France? De vrais bitcoiners. Des gens qui font tourner des nœuds, qui ont leurs clés, qui ont compris... Même pas besoin de faire tourner un nœud, mais qui ont vraiment compris et qui sont là pour l'idéologie Bitcoin. Vous faites partie, là, si vous m'écoutez maintenant, des... Allez, Grand Angle, il a 40 000 abonnés. Et il a un paquet de shitcoiners. Moi, j'en ai 7 000. C'est
Si on prend les réseaux, je dirais que, sans compter les gens qui ne sont pas sur les réseaux, bien sûr, on doit être, si je devais donner une estimation, je dirais qu'on est entre 2000, et encore c'est une grosse fourchette, 2000 et 5000 vrais bitcoiners en France. Voilà, c'est à peu près pour vous dire, si vous êtes parmi les gens qui m'écoutent, dites-vous que vous êtes entre les 2000 et 5000 personnes de 70 millions de personnes en France qui ont compris, réalistiquement vraiment été très loin dans la compréhension de Bitcoin pour se dire Bitcoin va fondamentalement changer le rôle des gouvernements dans les 50 et 100 prochaines années. Bitcoin va détruire la facilité que le gouvernement a à avoir un monopole de la monnaie, un monopole de l'interdiction bancaire, un monopole des transactions, un monopole de la taxation. Bitcoin va permettre un âge d'or où les monnaies fiduciaires auront une concurrence meilleure et donc on pourrait avoir un nouvel âge d'or de monnaie saine. Je pense des personnes qui sont allées jusqu'à là, il n'y en a pas 10 000 en France. Voilà. C'est assez fou de se dire ça. Ça prouve qu'il y a encore beaucoup de chemin, donc ne perdez pas espoir et foncez, entreprenez. C'est en entreprenant qu'on peut réussir à fournir un meilleur futur à nos enfants. Sur cette magnifique note, je vous laisse. Je suis Roxy, merci à vous, je vous adore. Vous êtes ouf. Bisous à vous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.